Petit continue. Non, non, c'est pas pour toi. C'est un cours de musique. Comme on est un projet, mais nous demandons est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on continue. Ok. Donc, on va commencer. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présents parmi nous sur cette session Zoom. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter de la conduite des seniors. Donc, on remercie d'ores et déjà Madame Oxybel ainsi que Madame Telchid pour leur présence. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui notre troisième session. Avant le confinement, on a eu l'occasion de faire deux ateliers, notamment sur le territoire Cap Excellence, parce que à la base, c'est une action qu'on a l'opportunité de réaliser, notamment dans le cadre du contrat local de santé de Cap Excellence, qui nous a justement, à travers ce projet, permis de sensibiliser les seniors par rapport à la conduite. D'accord?
Donc, le confinement étant arrivé sur nous, et d'ailleurs aujourd'hui on est déconfiné d'ailleurs, ben, on a tenu quand même à maintenir cette action à travers l'outil Zoom. Et donc, on espère que ça va vous plaire et voilà. Alors, concernant le déroulé, Madame Tachid et Madame Oxybel vont faire des présentations de 15 minutes. Et ensuite, on laissera à chaque fois 25 minutes d'échange. D'accord? Donc, on va vraiment être dans de l'échange, ce qui va permettre de rendre cette session Zoom dynamique. D'accord? Donc, merci à tous les connectés. Merci aux collègues pour la gestion côté technique. Et on vous laisse la parole, mesdames. Donc, si vous voulez bien vous présenter et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Merci, Jérôme. Je suis Arlette Oxybel, gérante d'un centre de formation sur le risque routier. À mes côtés se trouve ma collaboratrice qui va se présenter elle-même et qui a aussi un agrément sécurité routière. Je suis Aude Telchid. Ah, il n'entend rien? Alors, j'ai un petit souci, je ne vous entends pas. 2 secondes. Parlez pour voir. Moi, c'est bon? Allô, allô? Ça fait coup de côté. Allô? Ok, c'est bon. Allez, vous m'entendez là? M'entendez-vous? Yes. D'accord. Je fais la représentation, je me représente puisque je suppose que vous ne m'avez pas entendu. Donc, je disais que je suis Arlette Oxybel, gérante d'un centre de formation sur le risque routier. Et à mes côtés se trouve ma collaboratrice qui a aussi un agrément sur le risque routier. Qu'elle se présente elle-même. Oui, je suis Aude Telchid, psychologue, psychothérapeute, formatrice. Et j'ai eu aussi un agrément par rapport notamment aux tests psychotechniques. Et depuis des années, je travaille avec la prévention routière et avec Madame Oxybel beaucoup plus. Voilà, c'est ça. D'accord. Je n'entends plus rien. C'est à vous de parler, Madame Oxybel. Alors, allez-y. D'accord, merci. Alors, le document général d'orientation de la politique locale de sécurité routière rappelle que la population des seniors au volant ne constitue pas un risque majeur. Cependant, elle doit bénéficier d'une mise à jour sur ses connaissances du code de la route. Le programme que nous allons vous présenter aujourd'hui alors, voilà. Petit instant. Voilà, maintenant. En sommaire, nous avons une introduction. Nous allons parler un peu des chiffres, de la santé, l'état général, la vision, l'audition, la vigilance et la conduite, les médicaments, quels risques, choisir son véhicule, quelles règles de circulation à bien connaître et quand faut-il s'arrêter de conduire. Les seniors au volant, pour l'introduction, nous pouvons dire que la question de mobilité des seniors est un enjeu de la société majeure, et leur
et leur permettre de conduire le plus longtemps possible en sécurité. C'est une nécessité. Comment concilier la sécurité routière et le droit des personnes âgées à une vieillesse heureuse et autonome? Alors, les chiffres, les seniors 60 ans et plus représentent aujourd'hui environ 20% de la population et ce chiffre devrait presque doubler d'ici 2050. En voiture ou à pied, ce sont des activités anodines qui font partie de nos habitudes. Cependant, malgré notre expérience, l'âge nous rend plus vulnérables aux accidents de la route. Des facteurs extérieurs qui rentrent en jeu. Le code de la route évolue, les routes changent. La solution, ce sont des stages de remise à niveau pour mettre à jour toutes vos connaissances. Voyons un peu l'état, la santé, l'état général. Le risque d'avoir un accident par kilomètre parcouru augmente chez les conducteurs âgés de plus de 70 ans. Des performances qui diminuent. Donc, les performances diminuent parce que, évidemment, comme on l'a dit depuis le départ, nous vieillissons. Donc, tout notre corps vieillit également, ainsi que nos cellules au niveau du cerveau. Donc, les performances diminuent. Il s'agira alors d'adapter son comportement et notamment essayer de conduire régulièrement. Essayez. Donc, pour préserver cette autonomie et surtout la mobilité, la modification du comportement compte pour beaucoup. Alors, quand on dit comportement, faire attention, évidemment, vous pensez bien que nous passons à la vision. On parle de santé, senior au volant, santé. L'œil, enfin, tous les organes de notre corps, vieillissent, dont la vision. Et c'est un organe fondamental pour la conduite. Alors, cette vision, évidemment, il y a effectivement le port de lunettes. Depuis l'âge de, je crois, je ne sais plus, je suis dedans, mais je ne me rappelle pas bien de l'âge. Je crois que 50 ans, il faut consulter au niveau ophtalmologie et continuer les visites régulièrement si on prend le volant. Parce qu'il faut savoir que quand on a une vision normale, quand on conduit, il y a une vision fixe que l'on... Et après, il y a la vision périphérique. Et quand on vieillit, la vision périphérique est celle qui est qui devient la plus délétère, la plus insuffisante. Et pourtant, on en a besoin parce que quand on conduit, il faut que nous voyons devant, effectivement, mais également autour de nous. Alors, la vision indirecte, évidemment aussi, par les rétroviseurs. Et nous reviendrons tout à l'heure par rapport aux rétroviseurs, aux aménagements possibles pour les personnes qui conduisent et qui ont un certain âge. Alors, 90% des informations nécessaires à la conduite dépendent de cette fonction visuelle. Alors, vous voyez bien ce que je vous disais tout à l'heure. 90% des informations nécessaires dépendent de la fonction visuelle. Donc, cette fonction visuelle, elle doit être entretenue et elle doit faire l'objet, comme je disais tout à l'heure, de visites chez l'ophtalmo. Alors, pour une vision, pour conduire un véhicule normalement,
la réglementation veut que on ait 5 dixièmes pour les 2 yeux. Avec 10 dixièmes pour les 2 yeux, quand nous roulons à 40 km/h, nous avons une vision de 100 degrés. Avec 10 dixièmes pour les 2 yeux, à 70 km/h, nous avons une vision de 75 degrés. Mais est-ce que cette vision-là, c'est pour nous ou alors pour ceux qui n'ont pas encore cette diminution de la vision avec l'âge? Avec le temps, la sensibilité visuelle diminue et on constate une baisse de l'acuité visuelle particulièrement marquée la nuit. Donc, nous devons éviter de conduire la nuit. Nous devons aussi choisir des horaires, des itinéraires de déplacement, puisque nous avons dit que nous vieillissons, prévoir plus de pauses que quand nous étions plus jeunes. Nous allons parler maintenant de l'audition. Alors, pourquoi l'audition est importante? Au fil des ans, nos difficultés auditives diminuent. Alors, diminuent. Pourquoi c'est important? Là, c'est important parce que nous devons entendre s'il y a un klaxon en cas d'urgence. Si par exemple, les pompiers arrivent, c'est un bruit, en cas d'urgence, il faut l'entendre. Une moto qui arrive, il faut l'entendre. Donc, il est important de consulter son médecin traitant et le port d'un appareil de correction auditive peut améliorer l'audition. Alors, il est vraiment très, très important, on l'a dit pour les yeux, pour l'audition, de respecter le port, par exemple, d'un appareil de correction. Très, très souvent, nous ne respectons pas parce que quelque part, c'est visible et ça nous fait penser au fait que nos facultés ont diminué. Alors moi, je dirais orgueil, mais il faut laisser de côté l'orgueil. On a un autre temps, on est dans une autre tranche d'âge et il faut adapter son comportement, adapter ses possibilités, ce qui reste à bon escient, vraiment à bon escient. Alors, suite à cette séquence, nous allons donner la parole au public. Donc, environ 25 minutes. Y a-t-il des questions? Alors, suite à la présentation de Madame Oxybel et Madame Telchid sur 2 composantes essentielles, la vision et l'audition, est-ce que vous avez des questions par rapport à cela, des questions techniques ou autres? Après, s'il n'y en a pas, Madame Oxybel, on va continuer. Donc, je vérifie la chat. Okay. Les questions peuvent venir après aussi, hein? Aussi. Bon, après, c'est vrai que ça paraît déjà très évident, hein, qu'il vaut mieux bien voir et bien entendre quand on conduit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, par exemple, au niveau santé qui jouent? Les reflets? Alors, il y a d'autres éléments au niveau santé, mais par rapport à la vision, il faut que les gens... Il faut insister vraiment par rapport à la vision, oui, parce que c'est l'organe majeur quand on conduit. Et c'est l'organe majeur, et c'est vrai que les lunettes coûtent cher, les bonnes lunettes adaptées, et quelquefois, c'est ça qui retient la personne en question, les personnes en question, parce que, eh bien, il faut mettre le prix et ce n'est pas toujours évident. Ouais. Alors, nous allons parler aussi de la vigilance et de la conduite. Alors, les ennemis de la vigilance, on va voir, hein, il y a plusieurs ennemis de la vigilance. Tous les ennemis de la vigilance entraînent une somnolence diurne. Alors, somnolence de jour, diurne, c'est somnolence de jour.
la fatigue. Alors, comment la fatigue, si on sent des signes de fatigue, nous devons faire une pause. Nous sommes au volant, nous faisons une pause. Il y a aussi le stress, les soucis. Si je sens que j'ai des soucis, j'ai des stress, je reporte mes déplacements ou je choisis un autre moyen de transport. Il y a aussi les trajets quotidiens. Un trajet que l'on connaît par cœur, je finis par conduire sans y penser, sans réfléchir. Donc, nous devons faire attention à cela. Et aussi, il y a le manque de sommeil. Manque de sommeil qui est quelque chose de crucial quand on a sommeil. Alors, la fatigue, effectivement, plus on prend de l'âge, plus on se fatigue facilement, plus longtemps, plus, voilà, c'est ça, plus souvent. Alors, il faut en tenir compte, c'est-à-dire dormir suffisamment. Et puis vraiment, souvent, l'essentiel, c'est sentir son corps. Je ne me sens pas bien, je veux prendre le volant. Alors, quelquefois, il y a la question d'orgueil qui joue. Et ça, je pense que je vais beaucoup insister parce qu'on ne veut pas accepter le vieillissement. Il faut l'accepter parce qu'on prend des risques. Par exemple, les trajets familiers, effectivement, on a l'habitude d'aller voir un tel, etc. On a la retraite, on a le tel, etc. Mais justement, parce que c'est un trajet familier, c'est ça qui est dangereux. Parce que, à la limite, il y a des gens qui vous disent « Ah, on peut conduire, yeux fermés ». Donc, il faut être vigilant par rapport au trajet familier. Le manque de sommeil. Alors là aussi, avec l'âge, eh bien, le sommeil, il ne dit pas venir tout le temps. Hein. On tourne dans le lit, etc., etc. Bon, alors, on ne va pas prendre de médicaments parce qu'à la limite, on a le temps de récupérer le lendemain. Parce qu'effectivement, si c'est trop crucial le manque de sommeil, il faut voir le médecin. Mais le manque de sommeil fatigue énormément. Donc, trouver les stratégies et notamment refuser de conduire et surtout en parler au médecin. Nous allons souvent parler du médecin parce que c'est lui la clé, en fait, de tous nos mots, MAUX. Et parce que, bon, eh ben, nous en avons besoin, parce que nous ne pouvons pas analyser toujours. Par exemple, il y a des hébrasiers. Il y a des gens qui disent, bon, en cas prend thé de qui ça là, etc. Voir, parce que les hébrasiers, on n'a pas les, comment je veux dire, les doses. Donc, effectivement, on va dormir, sauf que peut-être qu'on en a pris trop et que quand on va prendre la voiture pour aller faire un petit trajet, parce que bon, on ne va pas faire des kilomètres, le zébrasier, eh bien, l'effet n'est pas encore passé. D'où faire très attention. Encore d'autres ennemis de la vigilance, c'est les heures à risque. De 2h à 5h du matin et de 13h à 15h. Alors, je voudrais dire, par rapport 2h à 5h du matin, et là, c'est la note de sourire. Normalement, nous en couchons nous à cette heure-là, normalement. Mais il peut y avoir des dérives, il peut y avoir une petite invitation, quelque chose, bon, voilà, c'est ça. À savoir que ces heures-là sont dangereuses pour nous. C'est très, très dangereux. 13h et 15h, pourquoi, Arlette? Parce que c'est l'heure de la digestion, on a mangé, on n'échappe pas à la règle qu'après manger, nous somnolents. Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Notamment si on a pris un petit punch avant, ce qui n'est pas interdit, mais avec l'âge, le petit punch, les effets seront beaucoup plus prégnants, beaucoup plus longs, voilà, que. Voilà. Alors, d'autres ennemis de la vigilance, l'alcool. Voilà. La consommation d'alcool. Alors, nous savons que la consommation d'alcool, c'est, je ne peux pas dire monnaie courante, mais on prend toujours un petit peu d'alcool. Là, nous avons des sorties au cours des soirées entre amis, mais
les soirées entre amis, c'est pour plus les jeunes, mais pour nous, pour les personnes âgées, il n'y a pas de soirée entre amis, mais ce sont des journées entre amis. Donc, au cours de ces journées, nous n'hésitons pas à consommer. Donc, consommer de l'alcool et conduire ne font pas bon ménage, même pour les jeunes, à plus forte raison pour nous. Quand on a pris de l'alcool, on ne conduit pas. Si on a pris de l'alcool et on a des doutes sur son état d'ivresse ou son taux d'alcoolémie, donc il faut faire un test, un éthylotest. Il faut faire un éthylotest. Tu ajoutes quelque chose? Non, alors c'est-à-dire que c'est plus, comment je vais dire, tentant quand on a un temps pour boire. Parce que tu vas voir un tel, tu t'assois, une petite discussion, tu mettez bière ou là sur la table, vous parlez, on discute, etc. Même si ce n'est pas beaucoup, hein, mais l'âge fait que nous sommes plus sensibles à ce que nous consommons. Et voilà, c'est ça. Et après, parce que c'est lié au volant, hein, c'est pas, si on est chez soi, on va se coucher après. Enfin, je dis, il n'y a pas de problème, il y a un problème. Mais en fait, c'est moins dangereux que si on sort de chez le copain et même si on habite à 500 mètres, hein, il n'y a pas de métrage là, il n'y a pas de kilométrage, il y a qu'on a bu, que nos facultés sensorielles ont diminué et notamment on prend la voiture. Alors, d'autres ennemis de la vigilance, l'alcool plus les médicaments. Ah, oui. Voilà. Alors, effectivement, les yeux, la bouche, les oreilles, le nez, le corps, tout bitin. Donc, il faut qu'on voit le médecin, la tension, etc. Et donc, obligatoirement, on a des médicaments. Peut-être pas beaucoup, mais on en a. Or, les médicaments, on lit la posologie, on voit qu'il y a certains médicaments qui font que, on est un peu, on n'a pas toutes nos facultés d'attention, de concentration, alors que le médicament est efficace pour ce qu'on a, mais il est dangereux si on va au-delà. Voilà, c'est ça, à savoir, bon, prendre le volant. D'accord. Alors, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, avant de prendre le volant, ne pas manger trop sucré ni trop salé. Alors, vous voyez là les distractions, le téléphone, que ce soit kit main libre ou portable, le téléphone est dangereux, l'utilisation du téléphone est dangereuse au volant. Alors, on voit sur l'image que le monsieur téléphone alors qu'il est au volant. Même quand on est jeune, monsieur peut passer par là avant d'arriver là, c'est pas évident de conduire et de, en même temps, coup de fil, etc., les yeux qui fixent normalement l'objectif devant. Donc, on est distrait par ce qu'on entend et malheureusement, ça dépend de la teneur du message parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses à ne pas dire, même pas de vieillissement seulement, hein. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire quand la personne conduit. On annonce une nouvelle, etc., au volant. Alors, c'est vraiment catastrophique. Quand on a un âge, on s'arrête et on rappelle la personne. Il faut prendre cette discipline-là. C'est trop dangereux, le téléphone au volant. Et là, il faut couper ou alors couper carrément le téléphone quand on est au volant. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune différence entre le portable et le kit main libre. Absolument. Puisque la distraction, le cerveau donne la priorité au téléphone et pas à la route. Et oui. La vigilance et la conduite, j'en parle avec mon médecin, mon pharmacien, un autre professionnel de santé, mon entourage. Alors, si je suis gêné pour certains mouvements, par exemple, j'ai besoin de faire une marche arrière
et j'ai des difficultés à me retourner. Donc, il y a des aménagements que l'on peut porter au véhicule. Alors, oui, vas-y. Non, je pense que je disais le pharmacien. Quand on dit je prends mon pharmacien, quelquefois, il y a des remèdes rasiers. Alors, il y a un dosage. Il y a un dosage. Moi, je pense que dans ma famille, il y a eu ça. Hein. Mon père, il a pris trop de trucs qu'il buvait tous les soirs là. Eh bien, ça n'a pas raté parce que les médicaments sont faits à partir de plantes. Mais ce sont des dans le laboratoire, ils calculent, etc. Nous, on fait que on a une boîte d'herbe, machin là, on met dans l'eau chaude, etc. On fait infuser et on boit. C'est dangereux. Alors, notamment par rapport à l'âge, c'est très, très dangereux parce qu'on ne sait pas quel degré de la substance chimique on a absorbé. Voilà. Alors, oui, si j'ai été opérée, j'ai été hospitalisée et je dois prendre le volant, je dois en parler. Si je consomme de l'alcool et ou de la drogue, je dois aussi en parler aux professionnels puisque je n'oublie pas que je dois prendre mon volant. Si je prends des médicaments. Alors, je voulais parler de la drogue. Quelque part, ça peut interpeller, mais vous savez que, enfin, beaucoup de personnes qui souffrent énormément, on leur propose de la drogue. Et c'est vrai que ça, comment je veux dire, le mal diminue, etc. Ça peut être l'entourage, hein, ce n'est pas les médecins, je dis qu'ils proposent, je dis vraiment de la drogue, notamment le cannabis, qu'ils fument, et c'est vrai qu'ils ont moins mal. Sauf que la dangerosité est liée, notamment pour les jeunes, il y a assez dangereux aussi, mais pour les personnes d'un âge, comment je te dire, le mal diminue, même disparaît pendant un laps de temps, mais il y a l'addiction qui va se mettre en place. Et donc, l'addiction à la substance toxique, voilà. Alors, si je prends les médicaments aussi, je prends mon volant. Si je vois mal, je suis facilement ou souvent ébloui. Alors, nous avons dit au début que nous devons éviter de conduire la nuit, mais pour une raison ou pour une autre, on voit mal et on est facilement ébloui la nuit. Fatigué, je dors mal, je suis irritable, j'ai des malaises, des vertiges, des syncopes. J'ai des remarques de mon entourage sur ma conduite. Alors là, il faut qu'on soit, nous allons insister, il faut qu'on soit tolérant dessus parce que l'entourage à côté de nous qui nous observe, des fois, la chose n'est pas dite comme il faut, mais si l'entourage nous fait une remarque quelconque, il faut en tenir compte. Oui. Alors, Mme Maxibel a dit, la chose n'est pas dite comme il faut. Même quand la chose est dite comme il faut, alors ça, c'est au niveau psychologique que ça se joue. C'est-à-dire que on accepte mal que l'entourage nous dise, parce que j'ai bien supporté hein, quand ils sont dans la voiture et que la personne conduit, des crispations et tout ça parce qu'ils se rendent compte que, par exemple, le papa n'a pas vu la personne qui était là parce qu'il n'a pas vu le feu, etc. Et en tant que personne âgée, on accepte mal parce que quelque part, justement, ça nous renvoie à notre diminution qui est normale, mais qu'on n'accepte pas. Entendre les remarques, c'est pas fait parce que la personne a peur quand elle est au volant qu'on conduit. Voilà, elle a peur. Et quelque part, elle sait que si elle dit, ça va être mal vécu et ça lui fait de la peine parce qu'elle n'a pas voulu faire de la peine. Entendre ce que l'autre dit, c'est très important. Très important. Alors, il y a aussi un autre ennemi de la vigilance, c'est des trous de mémoire.
ou du mal à se concentrer? Alors, plus on vieillit, plus on perd la mémoire. Ça, c'est irrémédiable. Donc, les trous de mémoire, c'est à partir de 50 ans, il ne faut pas croire, on n'est pas obligé d'attendre les 70, à partir de 50, 60, les trous de mémoire commencent à se manifester, à fortiori. J'ai du mal à me concentrer parce que, justement, il y a le vieillissement du cerveau et puis les trous de mémoire qui sont consécutifs à ce vieillissement. Mais ça, il faut l'entendre parce que c'est vrai qu'on a toujours envie beaucoup de personnes ont envie d'ignorer cette phase dans laquelle on entre de vieillissement. Il faut l'accepter, il faut l'entendre, il faut accepter les diminutions du corps, les diminutions du cerveau et faire avec. Et vraiment, à la limite, on accepte mieux quand, par exemple, on dit, tu peux me conduire quelque part parce que l'autre, et pouvoir dire, ah non, tu sais, là, je ne me sens pas top pour pouvoir prendre la voiture et aller jusque là. Tu sais, les jambes, les pédales, etc., je parle pour moi, les jambes, ensuite, les yeux, je prends des lunettes, mais ce n'est pas évident. J'ai les difficultés que l'on a et ça permet de soi de ne plus être, comment je veux dire, complexé, de ne plus se sentir diminué parce qu'on a dit qu'on ne peut plus. Alors, il y a une question de sexe là-dedans. Les femmes le disent plus facilement que les hommes parce qu'il y a le côté macho, voilà, qui, je ne sais pas à quel moment ça disparaît, enfin, il a longtemps quand même. Donc, le côté macho, mettre de côté quand on prend le volant. Après, on peut l'exprimer, mais pas au volant. Alors les médicaments, quel risque? La sécurité sur la route commence sur votre table de nuit, messieurs, dames. Alors, un chiffre clé, 3,4% des accidents mortels de la route sont attribuables à une prise de médicaments. La moitié de ces accidents est liée au benzodiazépine, qui est une substance qui se trouve dans la plupart des médicaments des personnes âgées. Donc, avant de prendre la route, prenez les informations, regardez les programmes qui sont présents sur les boîtes des médicaments. Nous avons niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, on prend les informations, on ne conduit pas sans avoir lu la notice. Niveau 2, demandez l'avis à un professionnel de santé. Et au niveau 3, je suis responsable, quelqu'un de responsable. La route, en toute conscience, je ne conduis pas. Alors, s'agissant des pictogrammes, là encore, malheureusement, on ne les regarde pas. Question d'habitude, il y a un médicament qu'on prend très souvent. On pense qu'on sait les effets, les conséquences notamment, mais on ne fait plus attention à ça. C'est très important, lire les notices. Et ce qui est, comme disait tout à l'heure Madame Oxybel, c'est marqué sur les boîtes. Comme là, soyez prudents, soyez très prudents. Ça veut dire un niveau de vigilance vraiment élevé par rapport au niveau 2 et carrément ne pas conduire au 3, mais il faut l'accepter. Donc, en clair, c'est respecter les recommandations et les prescriptions médicales. Alors, les médicaments vendus sans ordonnance, non, on ne conduit pas au niveau 3. Les médicaments vendus sans ordonnance présentent-ils un risque pour la conduite? Ça, c'est important. Parce que très souvent, on va chez le pharmacien. Qu'est-ce que vous pouvez me donner pour ceci, pour cela? C'est ça. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions du public.
avant de continuer notre troisième session. On attend un petit peu pour les questions. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat, en quoi trop sucré ou trop salé diminue-t-il la vigilance? D'accord. Question de Claudine. D'accord. Alors, normalement, même si nous ne mangeons pas trop sucré ni trop salé, après le repas, la vigilance diminue pour tout le monde. Mais l'excès de sucre ou l'excès de sel, en règle générale, ce n'est pas recommandé. Quand on a un excès de sucre, on va s'endormir plus facilement. Excès de sel aussi, on va aussi être moins vigilant, on va s'endormir plus facilement. Déjà, à cet âge-là, nous prenons des médicaments et le plus souvent, bon, pour les médicaments, on nous dit de diminuer sur le sel. Si on est diabétique, on nous dit de ne pas prendre trop de sucre. Donc, si on pouvait ne manger ni sel ni sucre, ça aurait été l'idéal, sachant que le sucre ou le sel diminue la vigilance, parce que c'est un phénomène qui est humain, diminue la vigilance. Excusez-nous parce que ça n'a pas été éteint. D'accord. Voilà, ok. Voilà. D'accord. Diminue la vigilance. Donc, même les médecins vous disent de ne pas manger trop de sel ni trop de sucre. À partir d'un certain âge, on doit commencer à diminuer sur le sel et le sucre parce que ce n'est pas bon pour la santé. Notamment au niveau de l'hypertension artérielle, hein, le sel. C'est vraiment contre-indiqué quand on fait de l'hypertension. Vraiment, vraiment. Et le sucre, comme disait Mme Oxybel, hein, c'est par rapport, quand on est diabétique, hein, notamment. Et puis, ces ingrédients-là, c'est marqué sur tous les médicaments, dans toutes les recherches, il faut les diminuer de façon drastique si on peut. Vraiment, si on peut, et notamment le sel. Trop de sucre, en résumé, on peut dire que trop de sucre ni trop de sel n'a jamais fait du bien à l'organisme. Même quand on est jeune. Hein. Même si quand on est jeune. L'organisme n'aime pas qu'on la somme trop de sucre, trop de sel. Si on ne pouvait manger que du végétal, ça aurait été l'idéal. Y a-t-il encore une ou des questions? Oui. Allez-y, monsieur Jean-Denis. Oui. Je ne sais pas si cette question sera abordée, mais je la pose d'ores et déjà en tout cas. La loi ne prévoit pas d'âge pour arrêter de conduire. Cependant, si des fois on observe des conduites à risque sans vouloir faire de la délation, est-ce qu'il n'y a pas lieu de signaler ces genres de conduites et à qui doit-on s'adresser? Alors, tout à l'heure, nous avons mis en relation la conduite. On a dit qu'on en parle avec son médecin, de son entourage. Tout ça, ce n'est pas par rapport à la conduite. Bien entendu, nous allons venir tout à l'heure dessus, mais dans le détail, quand on dit qu'il faut consulter son médecin, il faut en parler au médecin. Si on a un problème d'audition, le médecin peut nous orienter vers l'otorino. Nous avons un problème de vue vers l'ophtalmo, mais nous avons un peu de problème d'équilibre, il va nous envoyer vers un neurologue. Le médecin va nous donner son appréciation. Il va vous envoyer vers ce qui est le personnel de santé qu'il faut. Vous retournez le voir. Si malgré tout, il constate que vous à son avis, vous ne pouvez pas conduire, il va vous orienter vers la commission médicale. Le médecin.
voir le médecin. Le médecin traitant va Oui. vous orienter, puisqu'il faut parler au médecin de vos difficultés. Oui, mais la personne disait, si on s'aperçoit, soit Oui. quelqu'un d'extérieur, que quelqu'un d'autre, une personne à risque, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la tierce personne peut faire? Parce que quelque part, ça va faire délation. Ça veut dire que... Oui, c'est vraiment ma question, ça. Comment? Je disais, c'est vraiment la question que je voulais poser. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis. J'ai dit que quelque part, vous posez la question parce que quelque part, ça fait délation. Ça fait, enfin, rapportage. Ça fait, etc. Sauf que c'est important de le faire. Alors, à la limite, on peut demander l'anonymat. On peut aller à la police municipale, à la gendarmerie. On peut demander l'anonymat, mais c'est important de le faire. C'est-à-dire que si c'est vraiment un risque que la personne prend le volant, il faut le signaler. Oui. Alors, si la manière d'où en passant par le médecin ne fonctionne pas, naturellement, on peut faire une déclaration, comme Mme Tessie dit, à la gendarmerie. Et là, la gendarmerie va demander, va intervenir, va demander à la personne de ramener son permis de conduire, puisque c'est un danger pour lui et pour les autres. Oui, mais c'est important vous prouver sous l'anonymat. Parce que c'est gênant. Je conçois la chose, mais il faut le faire en expliquant. Et puis voilà. Mais il faut le faire, moi, je pense. Oui, il faut le faire, puisque si on aime sa famille, on aime sa personne âgée, il faut le faire. Oui, et puis aussi les autres personnes sur la route. C'est ça. Voilà. Oui, pardonnez-moi, pourquoi j'insiste. Moi, j'ai vu une personne âgée qui a entrepris de passer dans un rond-point complètement à gauche. Et cette personne-là, visiblement, on sentait qu'il n'était pas bien. Alors, j'ai essayé un petit peu de comprendre le problème, mais j'ai dit il constitue un danger, un vrai danger pour la population. Vous avez relevé le numéro, il faut oui. relever le numéro, oui. Alors, j'avais relevé son numéro et puis, bon, j'ai dit, c'est vrai, ça, pour moi, c'est un petit peu de la délation, si j'allais le dire, mais en même temps, ce serait rendre service à la population. Absolument, absolument. Alors, voilà. Oui, par rapport au rond-point. Alors déjà, le rond-point, les ronds-points, c'est un casse-tête pour les gens, entre guillemets, qui ont un âge, enfin, normal, entre guillemets. A fortiori, quand on a un certain âge et qu'on ne connaissait pas les ronds-points qui sont venus s'installer et la personne n'a pas été dans une structure auto-école pour apprendre, parce que malheureusement, on devrait le faire, ça, quand on prend de l'âge, aller dans une structure auto-école, réapprendre les nouveautés par rapport aux panneaux de signalisation, etc. Et ce serait pas, c'est pas étonnant ce que vous dites là concernant les ronds-points. Beaucoup de gens ne savent pas prendre les ronds-points et quand c'est dangereux, comme je répète, c'est pas de la délation, mais il faut le signaler. Voilà. Alors, on était là, en intervention. Il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'étais en train de lire le chat. Donc, il y a Claudine qui nous dit qu'il est possible d'être évalué par des tests faits par des orthophonistes spécialisés, notamment pour ceux qui concernent l'attention et la concentration. Ça peut être prescrit par le médecin traitant, ça peut être une solution pour permettre à la personne de se rendre compte de ses difficultés au volant. Alors si je peux me permettre, c'est vrai que parfois, la conduite, c'est peut-être le dernier brin d'autonomie que possède un senior. Donc, en fonction de la personnalité, ça peut être difficile pour lui de se dire qu'il va falloir déposer le volant, etc. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, Madame Oxybel
à parler de l'entourage hein, et de la manière de dire les choses pour justement éviter peut-être que la personne senior se braque, etc. Donc, l'accompagner ou l'envoyer vers des professionnels de santé et médecins professionnels ou orthophonistes spécialisés. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat et c'est pour ça aussi que par rapport au projet, aujourd'hui, on est en version Zoom, mais quand on le fait en version atelier, on propose aussi aux seniors qui le souhaitent de s'inscrire pour pouvoir faire un petit audit. Donc, l'idée, c'est de faire un petit stage et voir où en est le senior par rapport à la conduite. Ça, c'est super, ça. Alors, il faut dire aussi que si les seniors ne l'entendent pas de cette oreille, s'ils font une faute grave, là, le monsieur a donné le témoignage de quelqu'un qui a pris un rond-point et qui n'était pas bien. Mais si c'était les forces de l'ordre, la personne aurait une suspension du permis de conduire. Qui dit suspension du permis de conduire, il y a après un test psychotechnique, c'est-à-dire une évaluation au niveau du cerveau, test psychotechnique, et passer devant la commission médicale. Déjà, le test psychotechnique, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour les jeunes, à plus forte raison pour les personnes qui ont un certain âge, puisque c'est un test que l'on fait accompagné d'une psychologue sur un appareil qui est dédié pour ça. C'est pour les personnes qui veulent reprendre la conduite et qui donne son avis à la commission médicale, et c'est la commission médicale qui va donner son feu vert pour savoir si la personne peut reprendre la conduite ou pas et pour combien de temps. Oui, mais je vais... Donc, alors, si la personne passe le test et que le test, moi, ça m'est arrivé, hein, je fais passer des tests, la dame, elle était malentendante. Elle ne savait peut-être pas, elle a passé le test. Elle conduisait, elle a passé le test n'était pas réussi. En fait, quand on met un avis, le psychologue met un avis défavorable, ça ne va pas jusqu'à la commission médicale. L'avis est défavorable, donc voilà. Là, effectivement, le passage par les tests, c'est important. À la limite, hein, les personnes âgées qui conduisent devraient d'eux-mêmes faire la démarche, vraiment faire la démarche dans un centre qui fait des tests psychotechniques. Voilà, vous me faites un test psychotechnique avec le risque de s'entendre dire vous ne devez plus conduire. Parce que la différence dans ce que je dis par rapport à la commission médicale, c'est que la personne, elle a fait la démarche elle-même. Elle est consciencieuse, etc. Elle se dit, elle veut savoir. Donc, elle prend un rendez-vous, elle fait un test. Le test est OK, d'accord. Mais avec, par exemple, des Aménagement, non? Voilà, des inconvénients, des aménagements à faire que le psychologue a constaté. Mais quand le psychologue dit avis défavorable, alors le risque, c'est que la personne sait que c'est défavorable. Mais comme ce n'est passé devant aucune commission, elle va continuer à conduire. Et c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, elle n'a pas fait de faute. Donc, on ne peut pas envoyer le bilan à la commission. Non. Elle l'a fait par acquis de conscience. J'ai un âge, etc. On va, voilà, faites un test. Voilà, avis défavorable. Il faut que la personne soit suffisamment consciencieuse et forte pour se dire, bon, eh bien, on m'a dit non, j'arrête. Mais c'est passé devant aucune structure, comment on dit, officielle. Donc, elle peut continuer à conduire. Alors, quand la psychologue dit avis défavorable, le plus souvent, la psychologue donne le compte-rendu et lui dit, vous ramenez le compte-rendu au médecin. Le médecin traitant
qui va désigner, puisque le médecin traitant va lire le compte rendu, il va dire c'est un problème d'audition, même si on le lui dit, puisque au moment du test, on peut expliquer au patient le problème, mais il peut ne pas comprendre. Quand on lui dit, vous ramenez le compte rendu pour votre médecin traitant, donc le médecin traitant va lui faire prendre conscience que c'est un problème d'audition, porter un appareil. C'est un problème si c'est un autre problème neurologique, il peut dire il faut voir un neurologue. Mais même si la vie est défavorable, il y a quand même des améliorations. S'il y a quand même des améliorations à apporter, le personnel médical, le médecin traitant va donner son avis pour que la personne conduise, si c'est possible, continue à conduire, mais en tout cas pour garder son autonomie et en toute conscience. Le médecin traitant m'a dit d'aller voir l'autorino, je vais voir l'autorino, si l'autorino me donne mon appareil et c'est bon, ok. Je suis consciente que c'est ma vie, je fais attention à ça, je suis consciente que j'ai vieilli et que mes organes vieillissent, donc si on me dit d'arrêter de conduire en attendant que je vois mon otorino ou mon ophtalmo, je dois le faire. Je dois quand même écouter l'avis du médecin, du professionnel de santé. Mais quand quelqu'un fait un test psychotechnique, on ne va pas le lâcher comme ça. Ce n'est pas bon, non. On conseille à la personne soit de voir son médecin traitant, le plus souvent, c'est de voir son médecin traitant et qui l'oriente vers le spécialiste qu'il faut. Merci. Alors, Madame Roselyne Euseb a levé la main. Elle voulait poser une question. Oui. On vous écoute. Alors voilà, ma mairie, la mairie a organisé l'année dernière une formation qui avait pour titre « Senior, mais toujours citoyen sur la route ». À l'issue de cette formation qui a duré plus de 2 mois, nous avions 2 moniteurs d'auto-école. Nous sommes allés sur route. Nous étions comme des personnes qui présentaient le permis, qui allaient passer le permis. Bien entendu, il y a eu des choses à modifier en ce qui me concernait, bien d'autres. Et on m'a donné mon attestation qui dit que j'ai suivi avec succès la formation senior, mais toujours présent sur la route. Par contre, je reviens sur ce qui a été dit à la dénoncer une personne qui conduit très mal, parce que nous avions eu l'intervention des militaires, c'est-à-dire des gendarmes également, et ils nous ont dit, en aucun cas, ils ne peuvent empêcher une personne de conduire. Et j'ai fait cette démarche il y a plusieurs années également pour mon papa qui a 91 ans, voulait toujours conduire. Je suis allée à la gendarmerie. Il m'a dit, en aucun cas, on ne peut pas l'empêcher de conduire. Alors, voilà ce que j'avais à dire. Non, alors, dans ce que vous dites, c'est juste. S'il conduit, qui n'a fait aucune infraction, qui n'est pas, etc. Les gens qui viennent faire le test psychotechnique, puisque j'en fais depuis au moins 10 ans, les gens qui viennent faire le test psychotechnique, c'est qu'ils ont commis une infraction, des infractions qui font que les forces de l'ordre qui sont sur la route ont enlevé des points. Et il faut qu'ils fassent le test psychotechnique. Si votre papa a 91 ans, qu'il a conduit, qu'il n'a fait aucune infraction, il n'y a aucune raison de lui enlever le permis. Il n'a pas passé les tests psychotechniques. C'est quelque chose de l'ordre de l'administratif, ça. Il fait des tests, voilà, il a brûlé un feu, etc. On constate tant de points, machin, il doit faire, pour récupérer son permis, il doit faire un test psychotechnique. C'est la loi. Mais ce que je voulais dire, vous m'écoutez? Ce que je voulais dire, on ne peut pas aller à la gendarmerie et dire, voilà, celui-là conduit très mal, j'aurais aimé que vous interveniez. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Non, alors, je on peux peut pas faire ça. Oui, alors, c'est bien ce que vous dites, mais j'ai eu un exemple de quelqu'un qui buvait. La personne buvait et ses frères et sœurs avaient peur et ils mettaient la maman dans la voiture. Les frères et sœurs ont eu peur. Eh bien, ils ont appelé les gendarmes pour faire constater qu'il était au volant alors qu'il était ivre.
et on a pris son permis parce qu'on savait à quel moment qu'il partait. Il y a eu un constat de la gendarmerie. Donc, si on sent que la personne a une conduite dangereuse pour éviter un accident, il y a aussi moyen de faire intervenir la gendarmerie pour éviter que la personne ait un accident ou bien pour constater un accident. Oui, Alors, constater un accident, un incident ou une infraction, pour constater une infraction. alors, il y a Monsieur Le Breton qui avait levé la main. On va passer à la question suivante. Mais c'est vrai que je pense que c'est vrai qu'ils ne peuvent pas empêcher à quelqu'un de conduire, mais l'intérêt peut-être de le signaler, c'est peut-être, si je traduis bien, Madame Oxybel, c'est peut-être que justement, s'il y a des infractions qui peuvent être réalisées, ça peut peut-être empêcher, ou ça peut peut-être aussi permettre une sensibilisation. Mais à mon avis, c'est vrai que, comme l'a dit Madame Euseb, si on dit que un tel n'est pas en capacité de conduire, la gendarmerie, sachant qu'il a son permis, il est valable. Donc, ils ne vont pas lui dire c'est interdit pour vous. Par contre, il y a peut-être d'autres procédés derrière qui vont aboutir à cela. Mais c'est vrai que dans le meilleur des cas, ça serait une prise de conscience et c'est vrai que parfois, ça nécessite peut-être un accompagnement. Oui, avec tout le respect que nous devons aux personnes âgées, je connais une famille qui ne pouvait pas dire au papa, qui ne pouvait pas conduire. Eh bien, ils ont fait un truc pour que la voiture soit en panne. Ils ont fait venir un mécanicien la nuit, je ne sais même plus comment ils avaient organisé leur histoire, et la voiture est tombée en panne. Et la voiture ne bouge pas. Et les mécaniciens disaient demain, je viendrai après-demain. Le mécanicien n'est jamais arrivé. Et parce que le monsieur était atteint d'une pathologie assez grave et qu'il pouvait... il était dangereux. Il était dangereux pour lui et pour les autres. Ouais. Très bien. Donc, au lieu d'appeler la gendarmerie, appelez le mécanicien. Ça, c'est une des solutions. Non, mais c'est très bien de le dire aussi parce que c'est vrai que parfois, toutes ces astuces et tout ça, on n'y pense pas forcément. Et c'est vrai que peut-être d'aller au conflit, ça, c'est un moyen détourné de régler le problème sans créer de conflit. Alors, Monsieur Le Breton, la parole est à vous. Alors, les clés aussi se perdent. Hein? Les clés de voiture se perdent, les doubles aussi avec. Monsieur Le Breton, on vous écoute. Son micro est fermé. Non, il est... On n'entend pas. Son micro est fermé. Voilà. Vous entendez là? Là, je vous entends. Oui, c'est bon. Vous m'entendez, d'accord. Alors, je disais, visioconférence très intéressante, je vous remercie. J'ai noté tout à l'heure que vous disiez que l'on parlait de giratoire. J'ai eu mon permis de conduire il y a une quarantaine d'années et à l'époque, ça n'existait pas les giratoires. Donc, un jour, mon fils est dit, mais tu vois comment tu rentres dans le rond-point? J'ai dit, dans le giratoire, j'ai dit non, à l'époque, il y avait du rond-point, mais je ne sais toujours pas. Donc, je pense qu'il devrait y avoir un petit peu comme de la publicité, mais enfin de l'information qui devrait être diffusée à des heures de grande écoute pour des gens comme nous qui ont perdu les nouvelles règles du permis de conduire, les règles de la circulation. Que ce soit à la télé ou à la radio. Enfin bon, il devrait y avoir ces informations. En ce qui me concerne, je réduis ma conduite au maximum parce que je vois que j'ai des difficultés à conduire la nuit, je suis aveugle, etc. Donc, au maximum, mon épouse me conduit. Mais je pense qu'on devrait inciter au maximum les personnes, et notamment les personnes âgées, à bénéficier de covoiturage. Parce que souvent, on va quelque part et chacun a sa voiture. Ça fait toutes les nuisances possibles, mais également, il y a des personnes qui parfois aussi ne vont pas en réunion parce qu'il y a ce problème d'accessibilité. En fait, c'est pour les réunions comme pour
enfin, les réunions associatives, comme pour les réunions familiales. Mais ma question, y a-t-il, avec les nouveaux permis de conduire, les trucs en plastique, là, les cartes en plastique, y a-t-il une obligation de repasser un permis au bout d'un certain temps? C'est la question que je voulais savoir. Merci. Alors, obligation de repasser le permis, je dirais non. Vous avez eu votre permis depuis avant 2013 et ceux qui ont leur permis depuis 2013, ils ont leur permis pour 15 ans. En 2033, si les choses évoluent comme le prévoit la loi, tout le monde aura une carte. Une carte et le grand papier, la grande feuille rose que j'ai, ça va disparaître. Il n'y a pas d'obligation, mais nous ne savons même pas ce qui va se passer. La situation commence à s'épurer maintenant parce que toutes les personnes qui passent par la commission médicale, leurs permis sont changés en petites cartes et c'est pour 15 ans. À un certain moment, tout le monde aura une petite carte. Mais comme je dis qu'il n'y a pas d'obligation, mais à un certain moment, je pense qu'ils vont imposer un test pour voir si on peut conduire ou pas. Ça, c'est la loi, c'est l'Europe qui veut ça, puisque la France a traîné longtemps avant de passer au permis à point. C'est l'Europe qui veut que nous ayons, je ne sais pas si c'est une sorte de recyclage, comment la France va mettre, qu'est-ce qu'il va mettre en place, comment il va mettre en place soit une formation, soit un test. Mais ça, c'est sûr qu'à un certain moment, comme je dis qu'il n'y a pas d'obligation de repasser le permis, mais il y aura sûrement une obligation de faire un test pour savoir si nous pouvons encore continuer à circuler. Pour les ronds-points, rassurez-vous, monsieur le Breton, que les ronds-points, même les personnes qui viennent d'avoir leur permis ont des difficultés à prendre les ronds-points. Pourquoi? Parce que c'est la loi du débrouillardisme, mélangée à ceux qui ont eu leur permis depuis longtemps et les ronds-points sont venus tomber sur eux. Le travail n'a pas été fait en amont pour expliquer aux gens et expliquer théoriquement. Nous allons voir tout à l'heure, je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu, mais théoriquement, vous allez voir à peu près comment ça va se passer, comment on pourrait le faire. Mais en pratique, ce serait mieux. Je vais vous expliquer tout à l'heure, puisque j'ai prévu au cours de cette matinée d'aborder les règles de circulation, notamment les ronds-points. Tu voulais ajouter quelque chose? Merci. D'accord. Autre question? Alors, c'est monsieur Morinier qui également parle des ronds-points. Et donc, je pense que tout à l'heure, vous allez aborder le sujet. Oui. Voilà. Donc, au moment venu, je vais reposer sa question. D'accord. Et il y avait monsieur Legrave qui avait levé la main tout à l'heure. C'est bon pour lui? Oui, c'était juste parce que quand vous avez parlé de tests et que c'était un test volontaire, c'est-à-dire demandé par le titulaire même, oui. Et on disait que bon, quand il s'agit surtout d'un test négatif où on lui dit que bon, eh bien, il ne faut pas que vous continuez à conduire, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à ce moment-là de transmettre une copie des conclusions à son médecin traitant? Si la personne qui à ce moment-là prendra les dispositions pour lui en parler. Oui, mais si la personne vient de son gré, on dit, on ne peut pas. La personne vient de son gré, c'est à lui de continuer sa démarche. Et puis, on ne va pas lui demander le nom de son médecin traitant. En fait, quand, par exemple, je fais les tests psychotechniques, la personne vient avec un papier demandant, comment on appelle ça, disant qu'il doit faire le test psychotechnique. Moi, je pense que ce serait bien, comme dit monsieur, vraiment de faire la démarche volontaire, même si, bon,
ça, il y a un prix à payer hein, au niveau financier ou peut-être au niveau de la réponse, de savoir où on en est par rapport à la conduite. À ce moment-là, effectivement, la personne fait la démarche volontaire, hein, elle n'a pas fait d'infraction, etc. Elle veut faire un test psychotechnique, ça existe. Elle fait son test, les conclusions du test sont OK. Il n'y a pas de problème, c'est OK. Mais si dans la conclusion du test, l'intervenant dit que bon, il y a tel problème par rapport à ça, tel problème par rapport à ça, c'est la personne, elle, qui doit se dire, bon, pour que je sois performante, pas dangereuse sur la route, je fais la démarche auprès d'un professionnel pour pouvoir améliorer ce que le test dit. Voilà. Parce qu'on valide. Voilà, mais c'est pas remboursé, c'est pas, etc. On a fait cette démarche-là parce qu'on veut être OK, parce qu'on veut se dire, bon, je veux pas être dangereux sur la route, etc. Mais on n'a pas fait d'infraction. Voilà. C'est soi qui décide de. Oui. On a répondu aux questions. Est-ce qu'on a répondu? Oui, c'est bon, on peut continuer. D'accord, OK. Alors, maintenant, on va parler du véhicule, choisir son véhicule. Dans le véhicule, il y a des équipements qui protègent. Vous montez dans votre véhicule, vous avez peut-être pas routine, hein, vous montez dans la voiture, vous descendez, vous changez de voiture, vous avez plusieurs véhicules chez vous, mais toujours pensez à chaque fois à vous réinstaller dans votre voiture. Pourquoi? Vous pouvez, en descendant, toucher le rétroviseur et ça a bougé. Mais vous dites que c'est ma voiture, personne n'y est monté, mais vous ne savez pas si quelqu'un est monté entre-temps. Le rétroviseur a bougé au moment où vous voulez regarder, eh bien, vous ne voyez pas ce qu'il faut puisque le rétroviseur n'est pas bien réglé. Pour l'appui-tête, nous avons acheté les voitures. Au début, il n'y avait pas d'appui-tête pour ceux qui ont leur permis longtemps. Et maintenant, ils ont ajouté des appuis-têtes. Mais quand nous avons acheté notre véhicule, est-ce qu'on nous a expliqué comment nous installer par rapport à l'appui-tête? Donc, l'appui-tête, comme vous voyez que le monsieur est installé, le chauffeur installé, il doit être au niveau, à ras, au niveau avec le haut de la tête. Pas trop bas et ni trop haut. Nous ne devons pas oublier non plus de régler notre ceinture de sécurité. Et puis, quand nous nous installons, il faut penser que nous devrions, si vous avez une boîte manuelle, débrayer à fond et ne pas avoir la jambe trop pliée. Et pour le volant, avoir les bras légèrement fléchis, ne pas se coucher sur le volant, s'agripper sur le volant et avoir la jambe pliée, la jambe gauche, notamment pliée pour pouvoir débrayer et embrayer comme il faut avec le talon au sol. On a l'habitude de faire, on en fait, mais il faut penser à vous réinstaller à chaque fois que vous montez dans votre voiture. Nous avons nos petits-enfants que nous allons transporter, hein, puisque c'est notre rôle. Nous devons penser à ce que les enfants soient d'un siège adapté en fonction de leur âge. Et ne pas se retourner quand les enfants font des petites bêtises ou quand ils jouent, de penser aussi à donner des préoccupations, soit un petit jouet pour les plus petits, ou alors quelque chose à dessiner pour les plus grands, pour qu'ils s'occupent. Donc, pour les équipements, faire très attention à l'installation. Il y a des équipements qui protègent et qui protègent les petits aussi. Il y a des aides électroniques. Alors, l'ABS, ABR, anti-blocage des roues, le SP qui est le correcteur de trajectoire et l'AFU, aide au freinage d'urgence. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Ceux qui ont des véhicules, comme son nom l'indique, l'ABS, anti-blocage des roues, c'est-à-dire que même si vous appuyez à fond, les roues ne vont pas être bloquées. Le SP pour corriger la trajectoire, l'AFU, aide au freinage d'urgence,
les aides à la conduite, on nous dit bien que ce sont des aides. Ils ne peuvent pas nous remplacer. Quand on dit anti-blocage des roues, ça ne veut pas dire que je peux dépasser la limitation de vitesse et que je vais freiner brutalement et que les roues ne vont pas être bloquées. C'est vrai que les roues ne vont pas être bloquées, mais la distance parcourue pendant que je roule va dépendre de la vitesse à laquelle je roule jusqu'avant de réagir pour pouvoir freiner. Il y a le correcteur de trajectoire. Je ne peux pas arriver trop vite d'un virage. J'ai dit que mon véhicule est équipé d'AFP et je ne vais pas faire une sortie de route. L'aide au freinage d'urgence, c'est le véhicule. Il y a un système électronique dans le véhicule qui met en relation la vitesse et le comportement du conducteur. Et une fois que je freine, je ne sais pas comment il fait, mais il fait le freinage d'urgence à notre place, il intervient à notre place et l'effet de détresse se déclenche. Ça, ce sont des aides électroniques que nous avons sur nos véhicules. Et par contre, le TCS, c'est pour les dérapages sur les chaussées, sur les routes glacées. Donc, nous n'avons pas besoin de tout ça. Alors, une question. Est-ce que ce sont les véhicules tout neufs ou bien depuis quand? Alors, les véhicules, ça fait un moment que les véhicules sont équipés d'ABS. C'est pas la plupart des véhicules maintenant là sont équipés d'ABS avec tous ces aides électroniques. La plupart des véhicules. Alors, il faut savoir aussi que quand vous avez un véhicule équipé d'ABS, le freinage se fait en continu. Avant, on nous disait de freiner par pression intermittente, mais suffisamment forte. Mais un véhicule équipé d'ABS n'a pas besoin de freinage en continu, mais un freinage par intermittence, mais un freinage en continu pour éviter le blocage des roues. Mais on peut en continu, mais assez fort, pour éviter le blocage des roues. Allô? Oui. Le problème, c'est que quand on achète la voiture, ces voitures genre moderne là, eh bien, on ne nous explique pas ça. Le vendeur ne nous explique pas ça. Donc, il faut demander parce qu'il y a des équipements qui facilitent la conduite. Il faut, si vous voulez changer de véhicule, il faut opter pour un véhicule, comme les seniors, ils ont les constructeurs ont de plus en plus, les constructeurs ont de plus en plus envie de créer la voiture idéale pour les seniors avec les surfaces vitrées étendues, améliorant leur champ de vision. Ah oui, ça c'est important. Le rétroviseur additionnel que vous pouvez demander, le grand rétroviseur, mais vous pouvez, si vous avez déjà votre voiture, acheter un deuxième rétroviseur additionnel que vous mettez, que vous fixez comme pour les auto-écoles, que vous fixez sur le deuxième, sur le rétroviseur existant pour élargir le champ visuel. Il y a aussi les chiffres qui sont plus gros sur le cadran et chose que je vous conseille avec l'âge, si vous voulez changer votre véhicule, optez pour une boîte automatique. Alors, opter pour une boîte automatique, c'est faciliter sa conduite, mais il faut penser avant d'acheter la voiture, prendre un coup sur la boîte automatique pour voir comment vous allez vous sentir dedans. Parce que ça change. Et pour éviter d'avoir un blocage à la conduite, il vaut mieux aller dans une auto-école et demander à faire un cours sur une boîte automatique pour voir comment ça se passe en boîte automatique. Et aussi, il y a le limiteur de vitesse, qui sont des équipements qui facilitent la conduite. C'est-à-dire que si vous mettez votre vitesse limitée, vous programmez pour rouler à 50, même si vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, votre voiture ne va pas dépasser les 50 km/h, vous ne serez pas flashé. Alors, nous allons parler maintenant là. Pardon? Alors, nous allons parler des règles de circulation. Alors, les accidents les plus fréquents provoqués par les seniors se produisent lors des tournées à gauche. Ça paraît
simple, mais pour tourner à gauche, la position sur la chaussée, le moment d'intervenir pour signaler son intention et la manière de signaler son intention compte pour beaucoup dans la réussite de ce changement de direction de tourner à gauche. Là, vous avez une route à double sens, donc le véhicule va serrer la ligne axiale. Le long de la ligne axiale, là, le véhicule n'a pas bien serré, on vous le montre comme ça. Signaler son intention, mais pensez à faire fonctionner les feux de stop en touchant et en relâchant pour faire clignoter le feu rouge pour attirer l'attention du véhicule suivant. Mettre son clignotant assez tôt, pas au dernier moment pour ne pas surprendre les autres, monter en face de sa voie et garder les roues bien droites. Parce que celui qui est derrière, s'il vous tape à l'arrière, vous irez tout droit si les roues sont droites. Mais si vous avez déjà commencé à braquer, s'il vous tape à l'arrière, il vous fait couper la route de celui qui arrive en sens inverse. Alors, bien signaler son intention assez tôt à l'aide de son clignotant. Activez vos feux de stop pour attirer l'attention de celui qui nous suit. Et si la situation demeure compliquée, on sent qu'il y aura les véhicules arrivent trop vite, il peut y avoir un accident, c'est faire un détour pour manœuvrer dans un lieu plus confortable. Nous avons tout notre temps d'espace. Alors, que dit le code de la route à ce sujet? Le changement important de direction sans avertissement préalable est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3. Alors, nous allons voir maintenant les giratoires. Je vais vous expliquer un petit peu. Vous voyez la photo, vous voyez un trait rouge et un trait bleu. Quand vous voulez aborder un giratoire, il faut déjà savoir où est-ce que vous allez. Si vous partez, vous allez sur la partie gauche. Si vous allez en face, si vous faites demi-tour, si vous allez à droite. La façon dont vous allez vous positionner va changer. Si vous voulez aller à droite et tout droit, vous restez sur la voie de droite, comme l'indique ici. Vous allez à droite ici, vous voulez aller tout droit ici. Vous voulez aller à gauche, alors, vous êtes placé ici, véhicule bleu, vous plongez dans la voie de gauche. Vous allez revenir à droite, comme ici, vous voyez que maintenant, on essaie de revenir à droite en face de l'avant-dernière sortie. On commence à amorcer son retour vers la droite. On va circuler dans la voie de droite et après, on va sortir. Vous voulez faire demi-tour, pareil, vous plongez dans la voie de gauche, vous circulez sur l'anneau à gauche, vous revenez, vous commencez à revenir en face de l'avant-dernière sortie, vous circulez à droite, ensuite vous sortez. Vous voyez aussi que en rouge, l'usager ne sachant pas où il va, eh bien, il reste tout le temps dans la voie de droite parce que s'il ne connaît pas sa sortie ou bien s'il s'est trouvé en difficulté pour entrer sur la voie de gauche, pour mille et une raisons, donc il va rester à droite, à droite, à droite. Sachant que l'usager qui se trouve dans la voie de gauche, avant de revenir à droite, doit laisser passer à celui qui circule sous l'anneau du rond-point dans la voie de droite. Et vous voyez aussi que ce rond-point, ce carrefour à sens giratoire est muni d'un cédé de passage pour tous les usagers qui abordent le rond-point. Donc, simple à expliquer, peut-être simple à comprendre, mais à mettre en pratique, la position sur la chaussée, le contrôle, le moment de revenir demande vraiment à ce que une pratique de la chose. Alors là, il y a des solutions pour se remettre à niveau, eh bien, des stages dans les auto-écoles. Et là, vous allez voir qu'il y a toutes les nouveautés, là, des panneaux du code de la route, vous pouvez le revoir. Il y a aussi des leçons et des conseils de conduite par un professionnel de l'auto-école. Nouveau panneau, nouvelle signalisation. Alors, quand faut-il? Les nouveaux panneaux, c'est ça? Non, il n'y en a pas ici, mais ça va bien arriver, hein, qui dit que les cyclistes
Depuis 2010 en France, les routes à sens unique sont à double sens pour les cyclistes. Or, les cyclistes, même s'il y a un feu rouge, en France, ils ne vont pas marquer le feu rouge. Ils passent au feu rouge parce qu'ils ont le droit de le faire. Alors, quand faut-il s'arrêter de conduire? C'est une belle question. Alors, on dit qu'après 65 ans, plus de 45% des déplacements se font à pied, contre moins de 30% pour l'ensemble de la population. Il faut que nous nous posions des bonnes questions. C'est moi qui prends la décision. Je fais un premier bilan personnel. Comment? Alors, nous avons dit tout à l'heure qu'on peut parler au médecin, on peut faire un test. On peut aussi parler à son entourage, on peut parler à des copains. Et si, par exemple, je fais du covoiturage et le copain me dit « Ah, tu me fais peur », moi, je dois me prendre en main pour faire un bilan. Faire attention à l'attitude de votre entourage, prenez conseil auprès de votre médecin et pour être sûr de votre aptitude physique à la conduite, il y a la commission médicale du permis de conduire. Alors, on demande de privilégier l'arrêt progressif. Donc, c'est à chacun qui voit comment il va s'arrêter progressivement. Peut-être s'il il faisait 20 km avant, faire moins que 20 km au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il passe quelques mètres pour, par exemple, au lieu d'aller à pied, s'il peut prendre sa voiture, prendre 2 km pour ne pas s'arrêter brutalement de conduire. As-tu quelque chose à ajouter? Enfin, bon, c'est peut-être une utopie, hein, mais est-ce que ce ne serait pas bien d'organiser, comment je vais dire, des stages, non, des tests psychotechniques pour les personnes âgées. C'est-à-dire que ce soit la structure. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ce n'est pas interdit, ça? Non, ce n'est pas interdit si la personne... Non, la structure, par exemple, je ne sais pas moi, tu vois, décide que, comme cette conférence-là a été faite pour les personnes comme nous, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi organiser, pour les gens qui conduisent, malgré vraiment des séances, pas pour tout le monde, pour les gens qui conduisent, mais que la personne puisse, au-delà du test, accepter le diagnostic. Il y a ça aussi. Parce que si le diagnostic, on suppose que la structure dit, bon, d'accord, on organise pour le... Oui, pour les personnes âgées. Voilà, on organise des séances de test et que c'est négatif. Ce n'est pas évident à vivre. Hein. Tant qu'on ne sait pas, on est OK. Mais c'est vrai que si le test dit vous ne pouvez plus conduire, ce n'est pas évident. Donc, c'est un risque à prendre. Voilà. Mais ce serait pas mal, je crois. Il y a quelqu'un qui voulait... Alors, quelqu'un voulait parler ou je continue? Alors, question pratique. Dans quel cas dois-je contacter la commission médicale? Donc, vous devez vous assurer de vos capacités physiques à conduire en cas de survenance d'un accident ou d'un effet ou d'un événement, d'un handicap, d'une pathologie ou d'un traitement médical. Alors, pour ce faire, on peut prendre contact avec la commission médicale du permis de conduire. Ça n'engage que votre responsabilité en cas d'accident. Si vous avez un accident et vous savez que vous avez une pathologie et vous ne prenez pas contact. Alors, les aménagements du permis de conduire sont possibles. Hein? C'est la commission qui va décider. Au vu des résultats des examens, il peut vous demander d'aménager votre véhicule et de continuer à conduire. Vous ne pouvez pas décider de votre propre chef que vous voulez conduire, même si vous savez que vous allez vous mettre en danger. Si vous avez des problèmes de vision nocturne, le permis peut être restitué seulement pour conduire la journée. Vous pouvez aussi avoir un permis à durée limitée si la commission médicale nécessite de suivre particulièrement l'évolution de votre santé.
Alors, il y a aussi une grande majorité dans les cas d'handicap, la conduite reste possible d'un véhicule spécialement aménagé. Donc, des aménagements du permis de conduire sont possibles par la commission médicale. La conclusion et après. Hein? Alors, y a-t-il des questions par rapport à ce que nous venons de dire là? Mon interrogation par rapport. Alors, la commission médicale, toi, en tant que particulier, tu peux l'interpeller. C'est-à-dire, tu prends un rendez-vous. Oui. Avec la commission médicale à la préfecture. Oui, de toute façon, les rendez-vous se prennent sur Internet pour la commission médicale. Vous choisissez votre rendez-vous, votre jour de rendez-vous. Vous allez à la commission médicale. Mais ce qui serait bien, c'est que si vous allez à la commission médicale de votre propre gré, est-ce que le médecin de la commission médicale va vous orienter? Si par exemple, vous avez un problème d'audition ou un problème de vue ou je ne sais pas, d'autres pathologies, est-ce qu'il ne va pas vous réorienter vers votre médecin traitant qui va vous encore orienter et pour reprendre un rendez-vous? Ce qui serait plus logique, c'est que la démarche soit faite avec accord de votre médecin traitant. Ça se fait ici, qu'on sollicite la commission médicale sans qu'on ait fait des factions. Mais tout le monde peut le faire. Non, mais est-ce que ça se fait? Je ne sais pas si ça se fait, mais ça peut se faire. Oui, c'est dans les textes. Oui, ça peut se faire. Oui. Mais comme les plages horaires, les rendez-vous sont pris sur Internet, je prends mon rendez-vous, je consulte la commission médicale qui me dit si je suis bon ou je ne suis pas bon pour la conduite. Est-ce que, alors, c'est une question de novice, hein? Est-ce que ce ne serait pas mieux, enfin, pour la personne d'aller voir, de faire un test déjà, et que le psychologue constate qu'elle a des problèmes aux oreilles, aux yeux, comme ça m'est déjà arrivé, et d'interpeller la personne, de lui dire, même si elle n'a pas fait d'accident, hein, mais elle a fait le test, on a relevé ça, et à ce moment-là, elle va voir son ophtalmo, son oculiste, etc. Voilà. Oui, ça peut se faire, c'est encore mieux. Comme ça, la personne ne sera pas obligée d'aller voir la commission médicale. Monter à Bastère, qui est à Bastère. D'accord. La personne peut faire son test. Il a pris la solution de faire son test. Le psychologue lui dit qu'il y a ça qui ne va pas. La personne va, si c'est pour les oreilles, s'appareiller. Si c'est pour la vue, mettre ses lunettes. La personne revient faire son test. Et quand la personne était malade et la personne veut reprendre la conduite, il fait son test. L'avis du psychologue compte. Il vous dit, vous êtes bon, sa responsabilité est engagée. Et même s'il y avait plus tard des recours, nous avons tous les tests sont enregistrés sur l'ordinateur, on ne peut pas les modifier. Voilà. On peut pas changer, le test est là. On ne peut pas tricher. En clair, la personne, les parents, un exemple comme ça, hein, si les parents disent que non, la psychologue vous a donné une attestation de complaisance et vous avez un recours, non, on a tout enregistré dans la machine. Y a-t-il des questions là? Oui. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? A priori, pas de questions. D'accord. Alors, on peut passer à la conclusion? Alors, attendez. Pardon? Alors. Pas de questions, non? C'est ça? Madame Euseb, vous vouliez dire quelque chose? Oui, alors, tout ce que je voulais dire, c'est peut-être envisager les CCAS à faire des petites formations comme celle que nous avons faites dans ma commune, parce que c'était vraiment efficace. Et j'ai eu l'occasion d'inviter beaucoup de gens de ma catégorie, parce que je suis de 1948. On me répondait, aïe, c'était pour les jeunes, c'est les jeunes qui ont fait accident.
Alors, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent ça parce que les gendarmes nous ont fait remarquer que nous ne sommes pas les plus personnes qui causent de graves accidents, mais qu'il y a lieu quand même de toujours être enfin, bien formé, quoi, compte tenu de notre âge. On nous a parlé de la zone de contrainte, ce que je ne connaissais pas du tout. On nous a parlé de la zone d'incertitude, ce que je ne connaissais pas non plus. Et vraiment, je peux dire que ça a été très, très efficace. Et pour conclure, eh bien, je félicite ces deux personnes qui sont intervenues là. Merci. Et eh bien, j'espère que tout le monde mettra à profit ce qui a été dit. Merci et bonne journée. Merci. Alors, abaissez la main. Monsieur Ah non, il est fermé? D'accord. Bon, continue? Oui. Alors, la conclusion, c'est accepter les inconvénients dus à l'âge est susceptible d'impacter la conduite. Nous sommes seniors. Oui. Le terme accepter est important parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'accepter. Il y a un travail à faire de renoncement, en fait. De renoncement, il faut le faire par rapport aux accidents qu'on peut faire, par rapport à des gens qu'on peut mettre en difficulté, l'acceptation. D'accord. Accepter les remarques de l'entourage, très important, et je dirais même le plus important, parce que c'est l'entourage qui vit avec la personne, qui voit l'évolution. La personne même ne se rend pas compte de son évolution le plus souvent. L'entourage va l'aider à découvrir l'évolution de son âge, l'évolution de sa sagesse, l'évolution de la façon dont il se comporte, mais aussi l'évolution comment je pourrais dire, des désagréments qui sont dus à l'âge. Et demander conseil à un professionnel qui reste de rigueur. Une question? D'autres questions? Tout le monde. Non, on continue. D'accord. Donc, nous arrivons là à la conclusion. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions de votre participation. Nous sommes là pour, par la suite, répondre à vos questions et à vos besoins, si vous avez les besoins qui se font sentir. Nous remercions la mutualité pour cette démarche. C'est dommage qu'il n'y a pas eu plus de participants. Je pense qu'avec les activités en présentiel qui vont recommencer, plus de personnes seront intéressées, plus de personnes pourront participer physiquement. Il y aura beaucoup plus d'échanges. Il faut dire aussi que l'outil informatique n'est pas donné à tout le monde aussi. Pas évident. Tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, oui. Comme vous l'avez dit, moi, je suis content qu'on ait déjà autant de participants, puisque effectivement, l'outil n'est pas facile pour tout le monde, d'autant plus qu'on cible les seniors. Donc, c'est un vrai succès. Merci à vous pour l'intervention. C'est vrai qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Voilà. Et donc, c'est dans la continuité. D'accord. Pour dire que pour ceux qui sont présents avec nous, normalement, on propose à la suite des ateliers, comme j'ai dit, ces petits stages. Donc, peut-être que là, on pourrait poursuivre avec cette dynamique. Donc, ceux qui le souhaitent, peut-être envoyer un message en privé dans le chat et voir si on peut mettre en place un petit audit pour ceux qui étaient présents avec nous. Et voilà. Donc, peut-être avant de nous quitter, est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières questions?
Alors, ma collègue m'a fait remarquer que Claudine a posé dans le chat que le rond-point est giratoire. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est... elle a peut-être pas saisi tout. Est-ce qu'on peut D'accord. revenir sur ça? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, à Pointe-à-Pitre, il y a un petit rond-point qui se trouve derrière la clinique Le Mestre, sous l'assainissement. Sous l'assainissement. Et les autres que nous voyons, ce sont des carrefours à sens giratoire. Donc, quelle différence qu'il y a entre un rond-point et un carrefour à sens giratoire? Donc, alors, le carrefour à sens giratoire, quand on l'aborde, les usagers rencontrent un panneau de céder le passage. Le rond-point peut être sans signalisation, donc c'est une intersection sans signalisation, donc c'est la priorité à droite qui s'applique. Mais la règle pour le placement, pour la règle de circulation, c'est la même chose. Ça demeure monter à gauche, à droite. Alors, vous avez observé aussi deux choses. La première, je ne sais pas si vous avez déjà observé la première que je vais vous dire, c'est que sur les nouveaux ronds-points, il n'y a pas de signalisation délimitant les deux voies de circulation. Vous avez les ronds-points avec deux voies, mais sans marquage. La deuxième, c'est que plus qu'il y a beaucoup de ronds-points, et vous allez rencontrer avant et après chaque rond-point un panneau, un marquage de passage piéton. Alors, il y en a qui vont dire que le passage piéton est trop près du rond-point à l'entrée ou trop près du rond-point à la sortie. Mais moi, en tant que professionnel, je trouve que les passages piétons sont bien placés parce que nous ralentissons avant d'aborder le rond-point. Donc, s'il y a un piéton qui surgit, nous allons le voir et nous ralentissons. Nous prenons de l'élan quand nous sommes dans le rond-point pour sortir, mais avant d'accélérer, nous allons voir s'il y a un piéton qui va arriver. Toujours garder à l'esprit qu'un piéton peut surgir à n'importe quel moment et ce ne sont pas seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes qui sont encore fugueux et qui courent, qui traversent, qui vont dans tous les sens. Le marquage, il y a les deux voies, mais non matérialisées, mais ça ne veut pas dire que je vais traverser le rond-point comme si c'était une seule voie, même si elle est large. Alors, pourquoi il n'y a pas le marquage qui délimite les deux voies? C'est parce que par rapport aux titans, les gros véhicules, les véhicules encombrants, ils ne peuvent pas rester sur une seule voie. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas dépasser un gros véhicule sur un rond-point. On doit le laisser finir sa manœuvre pour pouvoir, nous aussi, rentrer sur le rond-point, on ne doit pas le dépasser. Et autre chose que nous ne devons pas faire non plus, c'est dépasser un usager sur le rond-point et qui va dans la même direction que nous. Si vous dépassez un usager qui va dans la même direction que vous et qu'il y a accident, là, vous n'êtes pas bien loti avec l'assurance. Y a-t-il autre question? Puisqu'on a du temps. Il est 11 heures, on a un petit bout de temps encore. Donc là, c'est bon. C'est très clair. Merci beaucoup, Madame Oxybel et Madame Telchid. C'est nous qui vous remercions. Nous vous remercions pour cette intervention. On remercie également tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui pour cette session Zoom. La prochaine, c'est quand? C'est sur quoi? Alors, samedi prochain, on aura également une nouvelle session Zoom sur le soutien aux aidants qui aura lieu de 9h30 à 11h. D'accord? Donc, on va vous mettre le lien dans la chat box. Voilà, donc tous ceux qui veulent participer sur ce sujet qui est aussi d'actualité, hein, puisqu'avec le Covid et l'isolement, voilà, beaucoup de personnes vivent des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Ouais. Donc, on aura comme intervenant Madame Valérie Boulogne, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Donc, l'intitulé, c'est « Soutien aux aidants, vous aider un proche au quotidien,
et vous qui prend soin de vous. Donc, on vous invite tous samedi à vous connecter à partir de 9h, 9h30 pour cette nouvelle session d'information Zoom. Merci beaucoup à tous. On vous met le lien dans le chat. Et ceux qui veulent aussi peut-être faire un audit, faites-vous connaître également et on va revenir vers vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au Et à revoir. bientôt. Merci, Madame Oxybel. Merci.